Le conflit israélo-palestinien est sans doute l'actualité que nous avons le plus traitée à Arrêt sur Image cette année. Mais alors que Gaza est un champ de ruines et que la guerre s'est étendue au Liban, comment continuer à bien traiter le conflit avec notre spectre de critique des médias ? Comment trouver de nouveaux angles, éviter d'éclipser d'autres actualités, gérer la violence des images qui nous arrivent et réussir à garder une distance ? Autant de questions auxquelles vont répondre 3 journalistes d'Arrêt sur Image, Loris Guémard, Pauline Bock et Adèle Bello, qui est la documentaliste en charge de la préparation des émissions que vous entendez pour la première fois. En quoi consistait la couverture du conflit par Arrêt sur Image et quels étaient ses enjeux ? Ça fait 10 ans que je suis là, je pense pas qu'on ait traité une actu à ce point en 10 ans. Enfin, je vois pas. Mais en même temps, c'est rare qu'il y ait à ce point des biais visibles et que ça soit aussi fort, je trouve. Ce qui a été un peu compliqué, notamment au début, c'est qu'on savait qu'on voulait en parler, que c'était important pour nous de le couvrir, de faire donc plusieurs émissions, mais on a toujours le problème de comment faire pour pas se répéter, parce qu'on aborde plein de thèmes au sein d'une émission, donc on peut facilement faire des choses un peu répétitives, donc fallait trouver des angles, fallait trouver des invités, fallait trouver des nouvelles images. Bon, les images, c'était pas vraiment le problème, on avait largement ce qu'il fallait, mais trouver des choses nouvelles, de nouvelles pistes de réflexion pour nourrir un petit peu la réflexion des abonnés, vu que c'est ça notre travail. Il y avait un tel, d'un côté, silence médiatique, enfin, semblant de silence, puisque absence d'image, absence de voix gazaoui, et de l'autre côté, une propagande israélienne qui a été gigantesque et immédiate, et qui a été énormément reprise dans les médias français, ce qui fait que il y a aussi eu beaucoup de sujets, d'émissions comme d'articles en réponse à tout ce qui se disait et tout ce qui se faisait et toute la couverture qu'il y a eu depuis plus d'1 an maintenant. Et ça continue, en fait. On continue à avoir presque toutes les semaines au moins 1 à 2 sujets potentiels, parce qu'il y a plein de trucs dont on parle et qu'on finit par pas traiter par soit manque de temps, soit manque autre priorité. Et en fait, on n'a jamais cessé d'en parler parce que les médias français n'ont jamais cessé d'en parler et que c'est notre prisme aussi de regarder ce que font les médias français et de critiquer ça. Je sais qu'au début, dans le premier mois, je sais plus quand, j'ai regardé tous les JT pour regarder combien de temps était consacré c'était vraiment au début, donc on était encore vraiment dans l'émotion du 7 octobre, etc. Et du coup, j'avais regardé comment étaient traités, il y avait déjà des bombardements, etc. Sur Gaza, comment étaient traités les 2 parties. Et l'écart était très fort, à la fois en termes de temps, c'est-à-dire que le temps qui était consacré à la riposte israélienne ou au bombardement sur Gaza était très court, c'était souvent des brèves. Il y a plein de raisons, le manque d'images, la faible présence de journalistes, etc. Mais bon, c'est quand même des choses qui s'interrogent. Et c'était assez marquant par rapport au temps qui était consacré aux victimes israéliennes. Et à raison, il fallait consacrer du temps, c'est pas ça. Mais du coup, c'était très marquant. Et quels sont les principaux biais que vous avez pu observer dans la couverture médiatique du conflit ? Alors pour moi, il y a quand même une chose qui est évidente, c'est la porosité à la communication gouvernementale et de l'armée israélienne. Une porosité qui s'explique de plein de manières, qui s'explique déjà parce que, vu de France, en tout cas, vu de ce qui est la communauté médiatique ou de la communauté politique, elle est beaucoup plus éloignée, évidemment, de la communication et de ce qu'il y a pu avoir comme propagande de guerre du Hamas, qui, aujourd'hui, est plutôt dans un schéma où il se terre le plus profondément et le plus loin possible de l'armée israélienne, et donc y compris de toute action de communication. Mais c'était moins le cas après le 7 octobre. Ceci étant dit, on en est très éloigné en France. On n'a pas, dans des pays arabes, par exemple, eux, ils vont être beaucoup plus proches de ça, donc les médias vont peut-être être plus poreux à ça qu'à la communication israélienne. Nous, c'est plutôt l'inverse. Et donc, comme les journalistes ont cette tendance à être poreux à une communication quelle qu'elle soit, à une communication en général, à la communication qui est la plus puissante et la plus proche du pouvoir vis-à-vis d'eux, ça a été très manifeste. Il y a beaucoup de journalistes. On a couvert, par exemple, les projections qui étaient organisées par Israël en France, comme dans d'autres pays du monde par ailleurs, pour les journalistes et les politiques, des actes qui étaient commis par le Hamas, vu du Hamas le 7 octobre. C'est quelque chose qui évidemment est très marquant pour beaucoup de journalistes. À l'inverse, les mêmes journalistes, les mêmes médias, les mêmes directeurs de chaîne sont beaucoup plus éloignés de ce qu'on peut, par exemple, voir tous les jours à l'antenne d'Al Jazeera, c'est-à-dire des actes de guerre israéliens et des crimes de guerre israéliens qui sont commis dans la bande de Gaza. D'un côté, on a énormément entendu parler de la version d'Israël, on a vu les images du 7 octobre. Et à l'inverse, par contre, le fait qu'on ne voit pas les images de Gaza, mais aussi le fait qu'on n'en parle pas, même quand il y a des images
le plus souvent, voir qu'on en parle en utilisant pour la presse écrite des mots détournés, et notamment un concept dont on a beaucoup parlé, même déjà avant en ce qui concerne la couverture en Palestine, c'est la voix passive. Des Palestiniens et Palestiniennes ont été tués, des Gazaouis ont été tués. On ne dit pas par qui, on ne dit pas comment. Est-ce qu'ils ont été tués dans un accident de voiture ? Non, ils ont été tués par un bombardement israélien. Enfin, on a vraiment vu le fossé entre la façon qu'on a de parler des morts israéliennes et la façon qu'on a de parler des morts palestiniennes dans les médias occidentaux. Un exemple qui, moi, m'avait pas mal marqué, c'est que en janvier 2024, il y a l'Afrique du Sud qui a plaidé devant la Cour internationale de justice à la Cour des Nations Unies, en fait, pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des plaidoiries qui ont duré un jour entier, en fait, où les avocats de l'Afrique du Sud développaient tout l'argumentaire en disant, par A plus B et C, c'est un génocide, voilà pourquoi. Enfin, en fait, on n'a pas vu ces plaidoiries-là dans les médias français, on en a très peu parlé. Quand on entend cette avocate de l'Afrique du Sud dire qu'il s'agit, je cite, du premier génocide de l'histoire dans lequel les victimes diffusent en direct leur propre destruction, dans l'espoir désespéré et jusqu'ici vain que le monde fasse quelque chose. Enfin, c'est des mots qu'on aurait dû plus entendre, je trouve, dans les médias français. Et c'est juste un exemple parmi 1000. Mais il y a eu plein de moments comme ça où, en fait, en tant que journaliste, on se disait, mais pourquoi ce sujet-là, on n'en parle pas autant que l'autre ? On a tous vu passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télé, des images choquantes, parfois très graphiques du conflit. Dans le cadre de votre travail, vous devez les visionner. Comment est-ce que vous gérez le fait d'y être confronté quasi quotidiennement ? Il se trouve que je suis mère de famille. Il se trouve qu'il y avait énormément d'images avec des enfants, ce qui, moi, brouille énormément ma capacité de réflexion, ce genre d'image. Je suis très dans l'émotion. Tout de suite, je suis très prise par l'émotion, etc. Et sauf que moi, mon travail, c'est pas d'être émue par des images, d'où qu'elles viennent. C'est de me dire, tiens, pourquoi je vois cette image, pourquoi on me la montre, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment elle est utilisée, etc. Et en fait, c'est ça qui est un peu un vrai défi, en fait, c'est d'aller derrière son émotion et de se dire, voilà. Ok, c'est horrible. Ok, j'ai vu ça, je suis choquée, c'est terrible. Mais en fait, qu'est-ce que je vais en tirer comme élément d'analyse ? Comment on va construire un propos intelligent, un propos intellectuel qui va nourrir quelque chose à partir de ça, qui est une matière première qui est terrible. Mais après, dans ce qu'on choisit de montrer, moi, je pense qu'il faut quand même garder des images montrables, je sais pas comment dire, mais des choses qui permettent de continuer la réflexion et d'être pas que dans l'émotion, la réaction, le choc, etc. Même si nous on les a vus, et donc, c'est pas très précis, c'est une balance. Quand on regarde, on se dit ça, est-ce qu'on peut le montrer ? Qui peut regarder ça ? Est-ce que du coup, s'il y a un adolescent qui regarde cette émission, est-ce qu'il est capable de voir ça ? Enfin, moi, c'est des questions que je me pose régulièrement. Ça n'empêche pas que nous, pour préparer les émissions, effectivement, on doit regarder beaucoup de choses. Et comment dire, je suis un peu gênée de donner mon état d'âme alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sous des bombardements. Donc, mais voilà, donc toute proportion gardée, c'était vraiment une année très difficile humainement pour moi en tout cas, enfin émotionnellement, psychologiquement, mentalement, ça a été mon année la plus dure à Arrêt sur image, parce qu'il y a eu beaucoup d'images très dures. Après le 7 octobre, j'ai vu beaucoup d'images de ce qui s'était passé le 7 octobre. C'était très dur. Après, beaucoup d'images de bombardements. C'était très dur. Enfin, ça a été une année difficile. Mais bon, c'est le travail, hein. C'est comme ça. C'est le métier, hein. Puis c'est rien à propos, par rapport à ce que les gens vivent, mais c'était pas facile. Et je pense qu'il y a aussi une accumulation sur... ça continue, en fait. Des images qui sont pas les plus graphiques, mais qui m'ont beaucoup marqué, c'est celle des soldats israéliens qui se sont filmés chez les Gazaouis, soit en détruisant des affaires, soit en se moquant, en reprenant les affaires notamment de femmes gazaouis et en les mettant... toutes les images provenant de Gaza depuis un an sont horribles. Et tenter là-dedans de garder un compas moral alors que la majorité des médias français ne sont même pas capables de se questionner sur les énormes biais qu'ils charrient chaque jour, je sais pas comment dire autrement que ça rend ouf, en fait. Ce qui m'a marqué, c'est plutôt une sorte de colère à la fin des visionnages de ce qu'on ne voyait pas dans les médias français.
C'est-à-dire que ce qui passe sur Al Jazeera, on ne le voit pas dans les médias français, alors qu'on parle quand même d'une grande chaîne internationale qui vend ses images. On peut tout à fait acheter les images d'Al Jazeera, on peut même en les citer. Enfin, c'est pas quelque chose qui est indisponible ou qui n'existe pas. Donc ça, c'est pour le champ plutôt médiatique. Et puis ensuite, il y a notamment TikTok qui montrait un peu ce qu'on pouvait voir en regardant les réseaux sociaux. Et ce qu'on voyait en regardant les réseaux sociaux, et là, je pense notamment aux réseaux sociaux, à la partie, on va dire, pro-israélienne, qui était faite de glorification de la guerre et voilà, comme disait Pauline, d'espèces de glorification, en fait, de crimes de guerre en réalité qu'on trouvait assez librement sur les réseaux sociaux. Et qu'on voit pas là non plus sur les médias français, alors que c'est pareil, c'est citable, c'est pas des éléments vidéo qui sont inaccessibles, ils sont même présentés sur un plateau, et pour peu qu'on regarde un petit peu TikTok et qu'on cherche à voir ce genre de contenu. C'est des images qui sont plus puissantes que n'importe quel débat de plateau, c'est-à-dire une fois qu'on a vu ces images-là, on ne peut que se poser les questions sur ce qui est dit au sein de l'armée israélienne quand ils opèrent à Gaza, ou quand on voit des responsables politiques israéliens parler des Gazaouis. C'est des séquences, je veux dire, qui ont beaucoup tourné sur les réseaux et qui ont très peu tourné finalement sur les médias français. Au regard de, à mon sens, voilà, quand je dis leur puissance, c'est de ce qu'elle dégage et de ce qu'elle signifie et de ce qu'elle devrait nous faire penser, quoi. Avec le recul, est-ce qu'il y a des aspects de la couverture d'Arrêt sur image que vous changeriez ou approfondiriez ? Il y a toujours la question sur ce genre d'événements, il se passe plein de choses, entre guillemets, au quotidien. Donc, on a des sujets qui viennent, qui sont assez collés à l'actu. On essaye de s'en détacher, mais je me dis peut-être, est-ce qu'on a fait assez de mise en perspective historique ? Moi, je parle sur la partie émission. Je me dis un peu pareil sur le Liban, par exemple. Est-ce qu'on l'a fait assez ? Est-ce qu'on est allé assez dans la profondeur historique des choses ? Parce que c'est des conflits qui sont là en ce moment, 2023-2024, mais qui ont tellement d'histoire derrière elles. Est-ce qu'on l'a fait ? On a étudié tous ces conflits à l'école, mais alors moi, en ce qui me concerne, tout ça est très loin. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et en fait, de cette histoire-là, qui effectivement qui a quand même un paquet de décennies maintenant, il y a tout un tas de choses qui découlent en termes d'organisation sociale, en termes de rapport de force dans cette société, en termes d'histoire coloniale, etc. Et ça, c'est des choses... Alors, on l'a un petit peu interrogé, le concept d'histoire coloniale. On a fait une émission sur la Cisjordanie qui, justement, était hyper intéressante parce qu'elle faisait... Justement, elle permettait d'aller un peu plus loin dans comment est organisé les rapports entre Israéliens, Palestiniens, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à comprendre, en fait, pour vraiment rentrer dans la vraie compréhension de tout ce qui se passe là-bas, etc. Pour donner un exemple, dans Proxy, l'émission que j'anime sur Twitch pour Arrêt sur image, j'ai résumé à un moment la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion d'une partie des Palestiniens peu après la Deuxième Guerre mondiale par l'armée, l'État israélien naissant et les colons israéliens. Et en fait, je l'ai résumé un peu de cette manière-là, un peu abruptement, et je me suis fait attraper par l'école ensuite en commentaire par un asinaute qui est venu me dire oui, mais c'est pas possible de résumer ça aussi abruptement, alors qu'en fait, il y avait déjà une séquence de X faits qui avait précédé dans les mois et les années précédentes, et en fait, je n'ai pu que lui donner raison, c'est-à-dire que tout résumé, même historique, finalement un peu abrupt, tend à être faux. Bon, en tout cas, le manque de nuances devient vraiment problématique sur ce genre de sujet. Parce que pour le coup, la complexité du sujet, elle est intéressante, non pas pour justifier quoi que ce soit, mais pour au moins être armé intellectuellement quand il s'agit d'en discuter. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on fasse une émission, notamment, qui aborde en partie la question des Arabes israéliens, qui est quelque chose qui est évoqué d'ailleurs beaucoup par la propagande israélienne, un peu à intervalles irréguliers, mais on le retrouve de temps en temps, c'est-à-dire, ah oui, mais voyez, en Israël, nous, on a les Arabes israéliens qui vivent tout à fait librement. Avec tout un tas de limitations à ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est toujours le problème, c'est à quel moment Arrêt sur image arrête de faire du Arrêt sur image et devient assez dans l'air. Oui, parce qu'en fait, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est comment on reste vraiment dans notre cœur de métier, qui est la critique média. Moi, je pense que parfois, sur certains sujets précis, dans la critique média, ça peut être aussi ne pas faire de critique média. En fait, parfois, se détacher de la couverture médiatique pour amener du contexte, pour amener de la profondeur de réflexion, etc., quand elle n'est pas présente dans les médias, c'est ce que nous on appelle des fois les trous noirs de l'info. En gros, ce qu'on vous donne pas comme matos pour penser, nous on peut vous l'amener. Et c'est pas vraiment notre cœur de métier, mais sur certains thèmes, à certains moments, c'est intéressant. Moi, par exemple, sur le Liban, quelque part, j'aurais pu aimer une émission vraiment
ultra géopolitique sur l'Iran, sur la naissance du Hezbollah, sur l'histoire de la société, l'histoire récente de la société libanaise, qui est une société complexe. Et en fait, c'est pas vraiment notre boulot. Et en même temps, il y a quand même une grille de lecture qui est utilisée dans les médias français. Et la remettre en question, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi d'avoir plein d'éléments historiques, géopolitiques, etc. C'est toujours un peu compliqué de faire cette balance-là entre est-ce qu'on reste vraiment sur voilà ce que le JT a dit le jeudi dernier, et en même temps, pour faire une remise en cause intéressante et profonde, faut des fois se détacher. C'est pas facile certaines semaines. À Arrêt sur Image, on a quand même un peu tendance à toujours critiquer ce qui se fait de mal, mais il y a beaucoup de journalistes et de correspondants qui sont encore entre guillemets sur place. Il y en a qui sont encore en Cisjordanie, il y en a qui sont encore à Jérusalem et qui vont en Cisjordanie et qui couvrent du mieux qu'ils peuvent ce qui se passe au plus près de Gaza et en Israël. Et en fait, c'est le plus souvent la meilleure info qu'on puisse trouver, en fait. Alors, si on doit parler des médias français en médias gratuits, vu que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, je recommande Orient 21, qui propose, au-delà du carnet de bord du journaliste gazaoui Rami Aboujamous, énormément d'articles d'analyse et de fond, et qui est en accès libre. Et en ce qui concerne les médias payants, je ne peux que saluer la couverture du service international du Monde, qui propose tout de même un certain nombre de portraits, d'enquêtes et d'articles de ses correspondants au Proche-Orient. Ça me paraît être les deux couvertures à la fois les plus fournies et peut-être les plus équilibrées. À votre avis, est-ce que votre travail a déjà eu un impact sur la perception du conflit et son traitement médiatique ? Je pense qu'une partie des rédactions, une partie seulement, nous regarde avec intérêt, dans le sens où on est un peu le mauvais génie des médias français, c'est-à-dire si à un moment on va fouiner chez une rédaction et puis qu'on dit soit on met en lumière des débats internes aux rédactions, soit on va aller montrer aux rédactions ce qu'elles ne veulent pas forcément voir elles-mêmes. Mais j'ose espérer que quand je fais 2 papiers de visionnage d'Al Jazeera, il y a quelqu'un dans une télé française qui, à un moment en conférence de rédaction, va dire voyez, effectivement, peut-être qu'il y a des images intéressantes à aller piocher chez Al Jazeera. Peut-être que ça crée des discussions. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement quand même de croiser des interlocuteurs dans les rédactions qui sont contents qu'on fasse des articles. C'est-à-dire qui nous disent « Ah, c'est bien que vous écriviez dessus parce que nous, ça nous permettra de porter le sujet ». Après, j'ai l'impression que finalement, jusqu'à octobre, là, et l'anniversaire, le sort des Gazaouis était tellement ignoré ou si peu traité, notamment par les télés et radios, que malheureusement, notre impact est resté assez limité. Mais en plus, ce qui a fait que je pense qu'on a beaucoup traité cette actu-là, notamment en émission, c'est que il y a toute la partie qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe en Israël, comment les médias parlent de ce qui se passe là-bas, mais il y a aussi tout ce que ça a fait résonner dans la société française, parce que j'ai regardé, on a fait pas mal d'émissions aussi sur la manière dont un certain nombre de mouvements, notamment des mouvements étudiants, dont la manière dont l'utilisation de certains mots comme génocide ont été vus, mais au sein de la société française, dans tout ce que ça a pu créer de discours autour de la gauche, dans tout ce que ça a pu créer de tensions au sein de la communauté juive. On a fait une émission là-dessus, etc. Et en fait, je pense que ça a amené tellement de sujets, même de sujets internes à la société française, que finalement, c'est pour ça aussi qu'on a une couverture assez grosse, finalement, du sujet. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image. Tous nos contenus sont à découvrir sur arrêtsurimage.net.